top. Donc, cette vidéo-là, elle va traiter de l'utilisation simple de jQuery, avec quelques fonctions de base et d'autres fonctions un peu plus avancées. Ensuite, on regardera à l'aide de jQuery comment on fait pour utiliser des plugins du type slider, maçonnerie, des petites choses comme ça. Et on va se faire quelques petites brèves révisions de JavaScript avant de commencer. Les choses à maîtriser, on va connaître, les cours à avoir vus avant de démarrer cette petite vidéo-là, c'est le HTML, CSS, être assez à l'aise avec. Bootstrap, ça va pas nous servir à grand chose avec jQuery, mais au moins on aura une jolie mise en forme des exercices. Même si avec jQuery on peut aller faire quelques petits trucs, on ira le voir dans Bootstrap. J'y pense, je me le note. Et puis l'utilisation de base de JavaScript, c'est à maîtriser aussi, puisque on va lancer des fonctions jQuery, mais on va avoir besoin quand même de maîtriser JS pour pouvoir stocker des variables, faire des conditions, etc. Donc j'ai un dossier de base ici, jQuery, cela on verra plus tard. Dans mon index, je fais une structure simple. Un header, on va faire des sections qui auront tout un ID. Non, à force de regarder les vidéos, vous devez savoir comment je fais mes sections. Dedans, je vais mettre un container, une rangée, colonne D8, colonne D4. En dessous, en bas, un footer. Alors, si je le fais dans les sections, je le fais aussi ici. Container. Si je veux pas avoir à appuyer sur Tab et à utiliser Emmet à chaque fois, je peux faire avec la fermeture de crochet. Container, dans lequel on a une rangée directement et dans lequel on aura un call MD. Et ici, je vais mettre call MD12. Avec une autre classe, donc là, le fait d'avoir collé les deux points va me créer deux classes dans la même div, et le fait pareil de mettre juste le point et pas mettre une balise avant. Par exemple, si je veux faire un article.test, là ça me sort une balise article avec la classe test. Si je mets juste test, c'est l'élément de base en bloc, c'est une div. On est là, on en est là. Voilà, il me reste ici à importer le CSS de Bootstrap et en bas, elle est importer jQuery et le JS pardon, de Bootstrap. Alors, on y va. Donc ici, j'ai mes scripts. Et mon CSS en haut. Thomas, t'as fait comment pour pas que les liens là ils débordent de ta page? Alors pour pas avoir la barre de Ouais, de scroll horizontal, il faut aller dans Vue et faire Toggle Word Wrap ici. Ah ouais, Sinon, le raccourci c'est Alt Z, mais ayant une carte graphique, une nouvelle carte graphique, il faut que je désactive ce raccourci parce que il est plus prioritaire. Mais vous faites Vue, Toggle Word Wrap et ça marche bien.
c'est plus pratique. Déjà pour vous et ici pour la vidéo, au moins vous avez l'intégralité du code à l'écran à tout moment. Peut-être que d'ailleurs sur cette vidéo on va zoomer un coup. Et un autre. Ce sera pas plus mal pour vous. Voilà, j'ai dans mes petits plugins Live Server qui me permet d'aller lancer un serveur local, mais vous pouvez utiliser WAMP, MAMP, XMPP ou directement ouvrir le dossier index.html. Pas de souci. Voilà, donc j'ai ma page qui s'ouvre. J'en profite pour faire des petits rappels. Ceux qui ne l'avaient pas vu, donc Bootstrap, c'est une bibliothèque CSS avec un peu de JavaScript, mais principalement une bibliothèque CSS qui permet d'aller mettre en forme un site en utilisant uniquement des classes. On va styliser un peu les choses dans un style.css avec du code en CSS, mais l'objectif principal de Bootstrap, c'est d'utiliser des classes, de rester sur son fichier HTML tout le temps, et grâce à ces classes, d'aller le styliser comme on veut. Par exemple, ici, le titre, il est bien, il est centré. Ça a été fait grâce à la classe Text Center, mais je voudrais augmenter un peu l'espace qu'il y a, surtout l'aérer avec le haut de la page. Pour ça, je vais pouvoir, alors dans cette div ou sur le H1, lui rajouter une marge ou un padding, margin ou padding, rien qu'en lui rajoutant une petite classe. Il y a plein de classes comme ça qui permettent d'aller faire les margins et les paddings. Je vais vous les montrer. Je couperai ce morceau de vidéo et à terme, ça fera une petite vidéo sur les marges et les paddings. Donc, dans Bootstrap, vous avez plusieurs sections, notamment la section Utilities, dans laquelle vous avez plein de classes qui permettent de faire de toutes petites choses. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'aller les faire en rajoutant une classe à l'endroit où vous êtes dans le HTML à un instant T, que de rebasculer sur un fichier CSS qui a déjà, si on bosse sur du CSS qui a déjà beaucoup de lignes, normalement, et du coup vous allez devoir aller chercher dans ces lignes à quel endroit vous rajoutez votre code. Autre inconvénient, vous allez basculer de code HTML à coder du HTML à coder du CSS, coder du HTML à coder du CSS. Ici avec ces classes, vous restez sur du HTML, alors il y en a plein, pour les bordures, les border radius, il y a toute la liste ici. Moi celle qui m'intéresse c'est spacing. Spacing elle est un peu particulière, vous allez retrouver des classes, je zoome, avec plusieurs lettres et des chiffres. Toutes ces classes-là, elles fonctionnent aussi, je vais vous le mettre un peu plus bas ici, avec les préfixes, ou les suffixes, ou les petits fixes, on va dire, SM, MD, XL. Ça, c'est pour aller activer ces morceaux de classe à un moment donné, soit en mobile, soit uniquement en tablette, soit en ordi, soit partout. Et comment elles sont construites? En fait, ces classes-là d'espacement, margin et padding, vous pouvez les utiliser sans aller voir la doc au bout d'une journée d'utilisation. Elles existent toutes, donc il faut juste savoir que on a deux choix pour la première lettre. Si vous voulez faire des marges, la première lettre de votre classe, ça va être un M. Si vous voulez faire des paddings, la première lettre de votre classe, ça va être un P. C'est ici. La deuxième lettre, elle va représenter dans cette classe l'orientation de l'espacement. Si vous voulez un margin top, vous allez écrire MT. Si vous voulez un padding bottom, vous allez écrire PB. Si vous voulez un margin en haut et en bas, vous allez écrire YMY, qui va correspondre à top et bottom. Tout est, de toute façon, archi simplifié. Comme d'habitude dans Bootstrap, tout correspond précisément à ce à quoi rapidement votre cerveau va penser. Et ça vous permet aussi d'aller les relire, si nécessaire, ces classes, quand vous tombez dessus. Donc, les deux premières lettres sont séparées par un tiret, et après le tiret, on a un chiffre qui va de 0 à 5, il y a aussi auto, pour faire des margins auto, mais globalement, ça va de 0 à 5, 0, vous pouvez écraser des paddings et des margins en mettant M, T ou MX ou P, R, 0.
Il faut savoir que l'espacement de base de Bootstrap, ici, c'est 1 EM, ça correspond à 16 pixels. Donc un MT-3 va faire un margin top, MT, taille 16 pixels. Et après, vous avez ici les ratios d'agrandissement et de rétrécissement de ce spacer. Tout ça, en SCSS, on a possibilité de le modifier en modifiant juste la variable spacer, en lui disant tu vaux plus 16 pixels, mais tu vaux 20 pixels par exemple. Et du coup, le MT4, ici, si on avait mis un spacer à 20 pixels, il représenterait un margin top de 30 pixels. Elles sont tout le temps valables parce que derrière Bootstrap, il leur met un important. Point d'exclamation important, ce qui fait que le poids de ces informations est énorme et qui prend le pas sur toutes les infos de margin ou de padding que vous aviez pu utiliser sur les mêmes propriétés. Alors, si vous avez fait un padding bottom de 18 pixels et demi et qu'ici vous n'utilisez pas padding bottom mais vous utilisez un padding top, votre padding bottom reste en place. Comme d'habitude avec le poids du CSS. Donc ici, si j'ai besoin d'espacer par exemple ce H1, je vais lui rajouter une classe et je vais lui dire que il va avoir du padding Y, donc en haut et en bas. Si je fais X, c'est à gauche et à droite, on va faire Y et on va mettre juste 3. Voilà, j'ai gagné un peu d'espacement ici en haut. Si je mets 5, j'en ai gagné encore plus. Et si j'inspecte ici mon élément, en vert, on a les paddings. Si je passe ma souris dessus, je les récupère ici dans le style. Padding bottom, 3 REM, important. Et c'est bien le ratio x3 qu'on a ici. Ok. Petite modif sur le... alors, Bootstrap a besoin, ce fichier JS, il a besoin de 2 fichiers pour fonctionner. Popper.js et de mémoire, Popper.js gère, je crois qu'il gère les interactions. jQuery, mais il n'est pas sympa en fait pour gagner de la place parce que Bootstrap n'a pas besoin de tout jQuery. On utilise une version slim, une version allégée, mais qui prend pas tout en compte. Donc attention avec ça. Par exemple, si vous instanciez un projet, vous démarrez votre projet comme ça, et au bout d'un moment vous avez de l'Ajax à faire, dans le jQuery.slim, la fonction Ajax elle n'est pas présente. Ça fait gagner de la place au fichier jQuery, mais vous, ça peut vous embêter après. Donc on va garder la version jQuery 3.4.1. Je fais juste une petite modif ici. Merci de me prévenir. Comme ça c'est mieux. Vous devez m'entendre sur Visio AFPA. Ouais, c'est bon. Parfait. Autre petit modif. Du coup. Non, j'y arriverai pas. Je voulais couper les micros de Visio AFPA, mais c'est pas grave. Ok. Alors, deuxième problème qu'on va avoir ici, le fait d'avoir supprimé le point slim va casser tout ça. Le integrity, là, c'est un... Il y a un petit encodage. D'ailleurs, ça, SHA-384, ça doit être le type d'encodage. Et ça permet en fait au navigateur d'aller vérifier la concordance du fichier qu'on veut charger avec le fichier qui a réellement présent à l'URL. Donc ça, il va falloir le virer. Et de toute façon, pour l'exercice, en fait, je vais tous les virer parce que ils sont sympas, ils sont utiles. Mais là, pour cet exo, pas nécessairement. Voilà. J'ai mon header, j'ai mon footer. Mes deux sections ici, elles sont invisibles. Toujours. Parce qu'elles n'ont pas de contenu. Il y a des divs, mais il n'y a pas de contenu. Dès qu'on va rajouter du contenu, elles vont exister. Pour l'instant, elles font 0 pixels de haut.
Et je pense que même si on leur mettait plein de propriétés, le fait qu'elles aient pas de contenu, elles n'apparaissent pas. On va charger notre petit script, le nôtre, que je vais aller mettre dans mon dossier JS. Ça c'est pareil. Mieux vaut le mettre. C'est une des vérifs que je fais en premier. On ne sait jamais, selon le navigateur, les fichiers, le code qu'il y a dedans, etc. Je l'ai déjà vu parfois pas mal bugger sans le type texte JavaScript. Et normalement ici on est aussi censé le mettre. Donc ça c'est pas grave, mais on est aussi censé le mettre ici. Texte CSS. Voilà. Donc jQuery, c'est une bibliothèque JavaScript, c'est plein de code, plein de lignes de code écrites en JavaScript qui vont nous permettre d'aller principalement interagir avec la page de manière plus simple. Plutôt que d'écrire 5-6 lignes de JavaScript pour chaque action, là ça va se résumer à une demi-ligne à chaque fois. Donc ça va être hyper pratique. Je fais un petit paragraphe ici en lorem ipsum. C'est sur ce paragraphe qu'on va aller interagir après dans notre fichier main.js que je vais créer immédiatement. Donc ce dont on a besoin pour utiliser jQuery, ça va être la gestion des variables, les chaînes de caractères et la concaténation. Les conditions, les boucles, le DOM. Le DOM c'est le Document Object Model. Voilà. Et puis si allez, on rajoute, ça peut toujours servir. Les fonctions de base, l'objet mat qui permet d'aller faire des nombres aléatoires, etc. etc. Pour les révisions JavaScript, j'avais très envie de faire cette vidéo, je viens d'y penser il y a environ une dixième de seconde, mais c'est une super bonne idée. Les designers ont déjà vu cette vidéo, mais ça fera un bon refresh. Créer une couleur aléatoire en JavaScript. C'est pas très compliqué. Ça permet de voir les boucles. On peut aller voir les conditions aussi. Ça gère les chaînes de caractères, la concaténation, les variables. Et tout ça, la couleur, du coup, on va pas la garder en affichage console, mais on va la mettre dans le DOM, on va l'injecter en premier en JS, en deuxième avec jQuery, et on verra que c'est beaucoup plus facile. Donc, je crée une variable myColor. C'est elle, à la fin, qui va aller récupérer la couleur que je vais générer de manière aléatoire. Une couleur aléatoire, c'est quoi? Une couleur, c'est quoi, d'ailleurs, dans le web? C'est la chaîne de caractères RGB avec des parenthèses et X, Y, Z, ou X, Y et Z sont trois nombres aléatoires. Si j'arrive à générer trois nombres aléatoires compris entre
0 et 255, je vais arriver à générer du coup une couleur qui à chaque fois que je la régénère va être différente. Et si je veux générer un gris avec un niveau de gris différent, le gris c'est 3 fois le même nombre. Donc si j'arrive à générer déjà un nombre, je peux générer un niveau de gris. Et avec 3 nombres, je peux générer une couleur complètement aléatoire. Donc, d'ailleurs, les 3 couleurs, c'est les 3 nombres ici. X, ça correspond à rouge, red, green, blue. Bon, on va donc les créer. Et on va aller leur assigner du coup un nombre aléatoire. Donc, si vous ne savez pas comment faire, Google, nombre aléatoire, JavaScript, et il doit y avoir un bon millier de réponses. Le premier, alors les sites références pour JS, Open Classroom toujours si vous trouvez des trucs dessus, sauf le forum. Attention au forum d'Open Classroom, des fois les discussions partent un peu en cacahuète et on n'est pas certain d'avoir une réponse de quelqu'un qui maîtrise. Ça peut être aussi un autre apprenant qui a un niveau moins bon que le vôtre. Faites attention. Si vous trouvez une réponse qui vous plaît sur le forum d'Open Classroom, je vous conseille d'aller chercher la réponse sur Google pour voir si vous trouvez d'autres réponses de ce type pour la même problématique. Ça vous confirmera la chose. Si vous n'en trouvez pas, testez, mais vous risquez d'avoir perdu un peu de temps. Le mieux au niveau forum et au niveau réponse d'utilisateurs entre eux, ça va être Stack Overflow à coup sûr. Et là, peut-être en anglais ici, Stack Overflow. Donc les sites références, ça va être Mozilla Developer Network, developer.mozilla.org, c'est le site que j'ouvre de suite. W3 Schools, c'est des contenus basiques, mais pour certaines choses, c'est 100% valable. Et en fait, c'est tellement simple que sur ce site-là, les exemples sont tellement simples que mieux vaut prendre cela pour des petites choses, plutôt que de partir sur des choses hyper compliquées où vous avez besoin que d'une fonctionnalité à l'intérieur. Troisième site, mais que je classerai même premier, plus votre problème est compliqué, plus c'est sur celui-là que vous allez vous retrouver, c'est Stack Overflow. Et il est comment ce dark mode? Il faut faire plus de clics que ça la prochaine fois. Donc ici, j'ai sur Stack Overflow, quelqu'un a posé une question. Et il y a plusieurs réponses. C'est le poseur de questions qui a validé cette réponse-là. Le score ici, c'est le nombre de gens qui sont passés sur la question et qui ont mis en avant une des réponses. Donc c'est hyper pratique. Souvent, les personnes qui répondent, c'est de toutes et de manière collaborative et gratuite, vont jusqu'à récupérer votre code, le modifier, l'améliorer pour vous filer une réponse correcte. Donc, et avant tout, Random Number JS me renvoie vers une doc. Avant tout, une doc avec le fonctionnement de la fonction si c'est une fonction. Avantage de Mozilla Developer Network, il y a pas mal de pages en français. Donc la fonction mathRandom renvoie un nombre flottant pseudo-aléatoire. Donc pourquoi pseudo-aléatoire? Petit warning, pendant que j'y suis et que je passe dessus, cette fonction JS,
elle génère un nombre aléatoire, mais il est quand même très fortement lié, il est 100% lié à l'horloge de l'ordinateur. Donc en fait, là, c'est marqué en bas. Il faut surtout pas l'utiliser pour de la sécurité parce qu'il y a plein de manières de faire pour retrouver à un instant T quel nombre MathRandom va générer. Il nous fournit un nombre entre 0 et 1. Alors ici, premier truc, si je veux débugger, c'est de faire des console log. Pour voir si mon fichier est bien chargé, par exemple, je peux faire un console log A, qui ne sert à rien là pour l'instant, mais au moins, je l'ai. Je peux faire un console log de math random. Et je vais sur ma page, dans la console ici. Donc j'ai bien mon A, mon caractère A qui s'affiche, mais ça, encore heureux. Surtout, juste après, j'ai un nombre aléatoire. Et en appuyant sur F5, je vais avoir à chaque fois un nombre différent, toujours compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile, en sachant qu'on a un nombre compris entre 0 et 1, d'aller multiplier le nombre et de savoir que si je multiplie ce nombre par 255, par exemple, je vais avoir un nombre compris entre 0 fois 255 et 1 fois 255. Donc j'ai un nombre entre 0 et 255. J'essaye. Dans mon console log, je multiplie le math random par 255 et j'ai un nombre à chaque fois ici qui a priori n'a toujours pas, malgré mes nombreuses actualisations, n'a toujours pas dépassé 255. Le gros problème qu'on va avoir, c'est que une couleur, elle utilise donc des nombres entiers entre 0 et 255, et là on a des nombres à virgule. Donc on a une autre fonction dans math qui permet, l'objet math, il comprend plein de fonctions mathématiques. Si je vais ici sur la fonction, enfin l'objet math, je vais avoir tout ça. Des propriétés, des méthodes, là, toutes ces méthodes. Exponentielle, cosinus, tangente, enfin ça c'est arc, tangente. Il y a des exponentielles, il y a des puissances, il y a des avec square, des racines carrées. Il y a plein de choses. Tout ce qui concerne les maths. Et on a ici mathflor qui renvoie le plus grand entier inférieur ou égal au nombre x. Donc mathflor en fait c'est pour faire un arrondi, enfin pour supprimer en fait ce qu'il y a après la virgule. L'arrondi il est ici, mathround. Ça retourne la valeur d'un nombre arrondi à l'entier le plus proche. Donc, par exemple, si vous avez 255,6, ce mathround va vous renvoyer 256. Le mathflor, lui, quels que soient les nombres après la virgule, qu'on soit 0,1 ou 0,9, il renvoie 0. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on va encadrer tout ça. Je le coupe d'un math flor et dans les parenthèses de cette fonction flor, je mets 255 fois math random. Si je l'écris bien, c'est mieux. Voilà. Toute cette ligne-là, elle permet d'aller générer, si je reviens sur mon jQuery, un nombre entier compris entre 0 et 255. Donc cette ligne-là, si je l'assigne 3 fois sur mes variables, maintenant je vais pouvoir faire un console log de
red, blue et green. Et je me retrouve avec du coup ici 3 nombres aléatoires qui sont pas les mêmes. Attention, la manière simple c'est de se dire je crée une variable aléatoire number, petite variable franco-anglaise, et je lui assigne ce calcul. Et puis après, bah, du coup c'est simple. Je l'aurai pas comme ça. Du coup ici je renvoie à chaque fois aléatoire number. Juste Thomas, pourquoi matfloor plutôt que matround? Le matround en fait il va me donner des 256 des fois. Et du coup ça va pas marcher sur les couleurs RGB. Parce que si je suis à 0,6 il va arrondir au-dessus. Là si j'ai par exemple 255, en fait là je multiplie par 255 un nombre entre 0 et 1. Donc si j'ai 0,999999, il y a des chances que ça me donne 255,784. Et ça, arrondi au-dessus, ça fait un 256. Et rentrer en CSS, le 256 dans les couleurs, il va... Ouais, il va enfin, galer. Par contre, le floor, du coup, ça tronque, c'est ça? ça tronque. Tout Ok. simplement après la virgule, oui. Ça arrondit pas justement à l'inférieur? Si, enfin, ça enlève tout ce qu'il y a après la virgule. Si tu as 0,9, ça enlève le virgule 9 et ça te laisse juste l'entier. Ouais, au final, oui, c'est vrai que ça revient un peu au même. Voilà. Et il y en a un autre. Aussi, il y a une troisième fonction qui est hyper utile aussi. Elles ont toutes leur utilité, mais ça, c'est un peu comme le problème. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo dessus que j'ai faite sur le marathon. Ou c'était peut-être un autre exercice. Mais pour chaque problème, sa solution et sa fonction. Par exemple, là, il y a la troisième, elle va, si vous avez 0,1, considérer qu'on passe à l'entier supérieur aussi. Et ça peut servir, par exemple, je le disais au designer, dans un calcul de temps de travail. Vous avez besoin de faire un algorithme qui va gérer les contrats de travail à 35 heures. Et tout simplement, vous arrivez avec une charge de travail de 90 heures. 90 heures, ça fait... et vous avez le droit de faire des contrats de travail que de 35 heures. Donc, globalement, si vous devez sortir un algorithme qui dit combien de personnes je dois employer à 35 heures pour faire 90 heures de boulot, ben vous allez en employer 2 pour faire 70 heures. Vous allez avoir, même si c'est 71 heures de boulot, cette fonction-là peut vous renvoyer 3. Et du coup, vous vous retrouvez avec, quelle que soit la charge de boulot, vous savez que pour 1 ou 34 heures ou 35 heures de boulot en plus, vous devez embaucher une personne en plus. Donc elles ont toute leur utilité, et l'autre c'est... J'en parle, mais comme ça je vous la retrouve. Il y a Trunk aussi. Alors... c'est ça, c'est mat sale. Retourne le plus petit entier supérieur ou égal au nombre donné. Donc si je lui donne par exemple 1,1, le plus petit entier supérieur c'est 2. Et donc pour 1, ou 1,0001, il va me renvoyer 2. Je coupe le micro et je reviens en une seconde.
Hop, je suis là. Désolé, c'était Vincent, j'ai une réunion avec Frédéric pour faire le point sur les formations. À 10h25. Enfin, je quitterai à 10h25 parce que c'est à 30 et il faut absolument que je sois à l'heure. Donc, je reprends, je finis ça, je vous briefe sur ce qu'on va faire après. Je dois pas en avoir pour très longtemps, mais il faut qu'on fasse un point ce matin, donc on reprendra en suivant. Alors, ici, donc j'en étais où? J'en étais là, j'en étais à... j'ai eu l'idée, pour aller un peu plus vite, de créer une variable et stocker la génération d'un nombre dedans. Le problème, c'est que ligne 16, 17 et 18, en fait, c'est toujours le même nombre. On peut le voir. Là. Voilà. Ça, en fait, ce serait plutôt pour aller générer un gris. Donc, je reviens en arrière. Voilà. Celui-là, on se le gardera pour après. Et on a nos couleurs ici. Là, on va avoir besoin, du coup, de faire une concaténation. Alors, une couleur, c'est la chaîne de caractères, donc mycolor. C'est la chaîne de caractères RGB, entre parenthèses. Je l'ai noté plus haut, red, green, blue donc. Il faut ici que j'aille faire du coup une concaténation. Alors, je peux extraire la variable de la chaîne de caractères et la rajouter comme ça. Et du coup, j'ai plus besoin de faire ce console log red, mais je vais faire un console log de mycolor. Et j'ai bien une couleur à droite aléatoire qui se génère. D'ailleurs, ça, si c'est un peu plus gros, ça sera pas mal. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est d'aller injecter cette couleur dans le fond. Avec le background color. Donc, on va le faire de deux manières différentes. On va le faire sur la section 1 et on va le faire sur la section 2. De deux manières différentes. Pour ça, je vous l'ai dit ici, si une section est vide, elle n'existe pas. Donc on aurait beau injecter cette couleur de fond sur la section 2, ça ne marchera pas tant que j'ai pas un paragraphe ou quelque chose dedans. J'arrive, je me suis paumé dans mes interfaces, on en est là. Voilà, donc... Et maintenant, donc on va l'injecter dans le DOM, on va l'injecter dans le document object model, on va aller le mettre et l'inclure sur une balise. Pourquoi on l'injecte dans le DOM alors que c'est du CSS? Parce que ça se met dans le HTML et en fait le JS il va pas aller manipuler les fichiers CSS. Il touche pas à vos fichiers CSS, eux sont en place. Si on doit rajouter du style via JS, ça va s'injecter, on va le voir dans le HTML, dans les balises HTML directement. Donc, pour le faire en Vanilla.js, Vanilla.js, c'est du JavaScript natif sans l'utilisation d'aucune bibliothèque externe. On va viser donc le document. Lui, il existe en JavaScript. C'est le document actuellement consulté. Dans ce document, on a le body. On va changer déjà sur le body. Style. Ce body là en fait, c'est un élément HTML. Il a plein de choses à l'intérieur, notamment
du style. Et ce style, il a plein de propriétés qu'on va pouvoir atteindre en JS, un peu comme en CSS, à la différence que le tiré du 6, ça c'est l'une des bases de JavaScript, mais le tiré du 6, on l'aime pas trop en JS parce que on l'utilise plutôt pour faire des soustractions que pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc le background que vous connaissiez, background-color en CSS, se transforme en background C majuscule color pour faire du coup ici du camel case. Camel case qui est l'écriture classique et adoptée sur JavaScript et qui permet alors de faire le premier mot d'une variable ou comme sur aléatoire number que j'ai créé moi-même. Le premier mot est tout en minuscule et les autres mots vont aller récupérer une majuscule sur la première lettre pour aller gagner en lisibilité. Et ça, c'est une grande constante de JavaScript. Si vous commencez à créer des variables aléatoires number, là, ici, là, bah, vous le voyez bien à l'écran, c'est beaucoup moins, j'enlève la souris, beaucoup moins lisible. Là, il n'y a que deux mots. Mais si le nombre aléatoire il est pair et il est lié par exemple avec le header, je suis en train d'écrire n'importe quoi mais c'est juste pour vous montrer un exemple, là de loin c'est assez lisible, vous arrivez, votre cerveau arrive à distinctement différencier les mots, si je mets des minuscules partout, bon courage. C'est pas pour vous, hein. C'est surtout comme d'hab pour les autres développeurs qui seraient amenés à bosser avec ce projet et qui seraient amenés à récupérer votre code. Ça, le jour où vous voyez ça, attention, c'est compliqué. De faire ça, c'est compliqué. Ça. Normalement, ça doit être un warning pour le code à suivre. S'il y a des erreurs comme ça, il doit y en avoir d'autres ailleurs. Voilà, qu'est-ce que je vais injecter du coup dans la couleur de fond, dans le style de mon body qui est dans mon document? Et bien, je vais injecter mycolor. Et ici, je récupère une couleur de fond sur le body. Si j'actualise ma page, elle va changer à chaque fois. Il y a un petit décalage, c'est le temps que tout se charge sur mon plugin. Voilà. Alors il y a une autre manière de faire, enfin on peut viser d'autres choses hein, dans le document. Dans le document, on a une fonction get, on l'a ici, get element by id. Ici, je vais pouvoir indiquer l'identifiant que je cherche, c'est section-1. Et cet élément-là, bah, il a aussi un style, et il a aussi, dans le style, une propriété background color, qui peut récupérer, elle aussi, mycolor. Je le supprime du body. Voilà. Et j'ai donc du coup ma section qui va changer de couleur. Comment améliorer la chose? On pourrait tenter de faire une fonction utilisateur qui va générer un nombre aléatoire et qui le renvoie. Et du coup, on pourrait aller lancer la fonction utilisateur un peu où on veut et on ne serait pas obligé d'aller le dupliquer. Là, si jamais vous voulez créer une deuxième couleur, il va falloir faire tout ça une deuxième fois. C'est pas très grave si on l'écrase. À la fin, ici, on va faire une mycolor 2 et on va pouvoir générer ici, sur le body, une couleur, sur la section, une deuxième couleur. Ouais, le fait que ça soit assorti et que ça aille bien avec l'autre, c'est complètement aléatoire. Voilà, en faisant une fonction utilisateur, ça serait un peu plus simple. On aurait juste à lancer la fonction, on aurait gagné autant de fois qu'on a de couleurs ces lignes de code. Juste une question. Oui. T'es pas obligé de modifier les noms des variables pour la deuxième fonction? Non, ça, alors j'ai pas modifié ici. Alors, pour faire propre, il faudrait faire ça. Mettre un 2 aussi ici.
Pour faire très propre, on fait ça. Mais en fait, là, ce nombre généré va s'enregistrer dans RAID et va remplacer le nombre généré ici. Celui-là, il est écrasé, le premier. C'est séquentiel, quoi. Il va faire les 3 premières couleurs, il va modifier Ouais. MyColor, puis après il va modifier les 3 couleurs, il va modifier MyColor 2. Il passe toujours de haut en bas. Et oui, et en fait, surtout, ce qui est important, c'est ça. C'est le fait de l'enregistrer là. Parce que si je l'enregistre ici, Ouais, c'est marrant. ça va être pris, c'est ces valeurs-là qui seront prises. Donc on va à JS. Alors là, pour l'instant, c'est assez simple. On a visé un élément avec son ID. Un ID, il n'y en a qu'un dans la page. Bon, il y a quelques petites subtilités à connaître et à retenir, notamment ça, là, les majuscules et la suppression des tirets du 6. Mais ça peut être plus compliqué, notamment quand vous allez vouloir récupérer un élément, et là vous le voyez dans la liste, par sa classe. Pourquoi? Parce que getElement by class name, ça n'existe pas ici. By class name, ça n'existe pas. Il y a un S là. Parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs éléments qui portent la même classe. Du coup, ce getElement by class name, où je vais mettre, je sais pas moi, container, il va aller récupérer tous les éléments d'un container, mais derrière, il va falloir les dispatcher avec une boucle, par exemple. Donc, c'est un peu plus chiant. C'est un peu plus chiant, c'est beaucoup plus chiant si je dois aller viser le container qui est dans la section 1. Parce que là, il faut que j'aille récupérer l'élément donc avec cette ligne. Il ne faut pas que j'aille viser son style, mais il faut que j'aille me débrouiller pour trouver une méthode qui me permet d'aller viser et observer à l'intérieur de cet élément section 1, est-ce qu'il n'y aurait pas un élément container ou plusieurs, parce que de toute façon, le container, c'est une classe. Et à ce moment-là, il faudrait que de toute façon que je fasse une boucle en disant s'il y a un élément, tu le traites, les autres, tu les laisses de côté. Ou alors tu les traites, mais ça rallongerait grandement mon code. En jQuery. Et c'est là où je vais pouvoir commencer à vous montrer comment ça s'écrit. Donc, jQuery, il s'écrit d'une méthode simple. S'il faut retenir quelque chose, une seule ligne en jQuery, c'est ça. Je l'écris tout le temps comme ça au début, ça marche très bien. Et je zoome. Voilà. En jQuery, on écrit très souvent les choses comme ça. $, ouverture de parenthèse. Donc, $, ouverture de parenthèse. Dans ces parenthèses-là, je vais avoir la cible. jQuery, ça vous permet de faire quelque chose. Et ce quelque chose, il va forcément viser une balise dans votre page. Ou un élément. Et ici, donc c'est une cible en CSS. Ça veut dire que là-dedans, vous pouvez écrire section 1. Ce morceau de code va déclencher ce morceau de JavaScript. Mais vous n'êtes plus obligé de vous dire quelle fonction je vais utiliser, puisque ce morceau de code va viser tous les containers dans la page. Vous n'avez plus besoin d'utiliser cette fonction-là. Et encore mieux, ça marche exactement comme si vous écriviez du CSS avec toutes les particularités du CSS, mais dans du JavaScript. Donc vous n'avez plus à apprendre de nouvelles choses pour viser le DOM. Vous pouvez, pour des choses simples, utiliser des cibles CSS, et réaliser des actions. Action, c'est une fonction avec parfois des paramètres. Ça, on va le voir. Et ça se termine comme le reste du JS. Les lignes se terminent par un point-virgule. Donc, qu'est-ce qu'on a comme fonction dans jQuery? Le site, il est là, c'est jQuery.com. Doc officiel, c'est là-dessus où vous devez aller en premier. Sauf si vous bossez sur un plugin. Mais plugin du type slider ou quelque chose qui est déjà développé. Mais sinon, c'est là-dessus qu'il faut aller. Là-dessus, on va aller dans API Documentation. Et là-dedans, vous avez ici, au milieu, la liste de toutes les fonctions. Dès qu'il y a un point, un mot et des parenthèses, c'est des fonctions. Et j'en suis qu'à la lettre C. Allez, on en est à la lettre D. Mais il y en a plein. Hein.
Il y en a plein, qui font toutes quelque chose de bien spécifique. C'est marqué déjà ici. Donc par exemple, moi je le sais déjà, mais vous allez les connaître petit à petit, les découvrir. Je le sais, on va utiliser la fonction CSS. La fonction CSS, vous avez sa description ici, récupère la valeur d'une propriété pour un élément donné, pour le premier élément dans une liste d'éléments qui correspondent à la cible, ou installe une ou plusieurs propriétés CSS sur tous les éléments ciblés. Je clique sur le mot CSS et j'arrive sur la page descriptive de la fonction dans laquelle je vais avoir la méthode et des exemples. Vous pouvez vous servir des exemples ici, sinon les exemples simples, vous les avez dans W3 Schools, jQuery, ici par exemple, jQuery CSS, vous avez le détail de la fonction. Donc cette fonction, l'action à réaliser ici, c'est CSS. Elle permet de récupérer ou d'installer du CSS. On peut aller récupérer avec cette fonction la valeur d'une couleur de fond, la valeur d'un padding top, la valeur d'un display, toutes les valeurs qui existent et qui sont injectées dans les balises. Et puis on peut aussi en installer des nouvelles. Donc ici c'est plus comme ça, mais c'est background-color, virgule, la propriété, la valeur à injecter. Et la valeur que j'ai à injecter ici, ça va être myColor. Cette ligne-là, elle a le même effet que aucune. Elle a le même effet qu'aucune parce que nous, on ne peut pas pour l'instant simplement viser le container. Là, du coup, on va avoir le fond de la page en entier d'une couleur, la section donc d'une autre couleur, on va avoir un grand bandeau qui fait 100% de large d'une autre couleur, et à l'intérieur de ce bandeau, le container, qui est centré sur 1000 pixels et quelques, lui, il va avoir la couleur du body. Mais cette couleur-là, je suis pas obligé de l'injecter sur background color. Je peux l'injecter par exemple sur color. Et à ce moment-là, ou même ici, je peux aller viser dans section 1 le H1. Je peux viser des ID, des classes, des balises, tout ce que je veux. Et du coup, ça va peut-être pas trop se voir. Surtout, ça va peut-être pas trop marcher. Bon, on va le laisser comme ça, ou on va générer une troisième. Allez, ça va être très crade. Je suis navré pour ceux qui aiment le joli code. Voilà, en actualisant, j'ai du coup mon container qui... j'ai généré une couleur numéro 3, et j'ai mon container qui prend cette couleur. On n'est pas encore allé voir. Alors, ce qu'on aurait pu faire ici, c'est rapidement dupliquer ça pour avoir les infos de la couleur dans la console. Elles sont là, les 3 couleurs générées. Mais on n'est pas encore allé voir dans les éléments. Dans les éléments, à chaque actualisation de page, vous allez voir des petites choses s'animer ici en violet. Là, ça va trop vite. Mais sur la section 1, du coup, alors que dans mon HTML, je n'avais que la balise avec son ID, ici, et aller, c'est JavaScript, hein, c'est jQuery qui l'a fait, et aller s'injecter un style égal background color avec la couleur de fond. Ça, sur la section 1, on est d'accord que c'est cette ligne-là qui allait injecter la couleur numéro 2. De même, sur le body, le background color qu'il y a sur le body, c'est du JavaScript. Par contre, le container qui a changé de couleur, lui, le color 3, il est injecté directement
par cette ligne en jQuery. Donc la ligne 54 et la ligne 59, elles ont exactement le même effet. La différence, c'est que ici, vous êtes obligé d'aller utiliser une fonction pour aller viser un ID, alors que là, vous ne changez pas votre mode de fonctionnement CSS, vous visez un ID. Et en plus, vous pouvez viser plein de choses dedans, et vous pouvez même séparer vos cibles par une virgule pour en avoir plusieurs. Ça va marcher. Je vais avoir mes deux containers qui ont la même couleur. Et puis, ici, je ne suis pas allé employer d'autres appellations pour mes propriétés CSS. J'utilise du CSS pur et dur. Voilà. Ça, c'est le principal avantage, c'est que vous pouvez aller bosser sur des trucs très vite, sans avoir à vous prendre la tête avec du JS. L'inconvénient, pour ceux qui maîtrisent bien JS, c'est que ça prend beaucoup plus de temps à traiter, tout ça, que faire du JS natif. Si jamais on est, par exemple, sur une appli en Angular ou en React, il y a d'autres méthodes pour le faire, tout ça. Et ça sera plus rapide qu'avec jQuery, puisque jQuery, c'est quand même une grosse bibliothèque qui fait plein de choses différentes. Mais elle nous permet de les faire rapidement. J'ai pas les pourcentages, ni en tête, ni en visuel, mais il y a beaucoup de sites qui utilisent jQuery, malgré le fait que ça plombe un peu la rapidité du site. C'est pas très grave. Et comme on l'avait vu hier, au final, le insight, il est utile. De mon point de vue, le insight Google sur la rapidité du site, il est très utile quand vous avez un petit site, et ça dépend du site aussi, ça dépend du contenu qu'on veut venir voir. Si c'est du contenu site vitrine, c'est sûr qu'il faut que ça charge rapidement. Si c'est du contenu applicatif, là déjà c'est moins un problème. Quand vous accédez à Trello, s'il y a un chargement de 5 secondes, de toute façon, vous savez que vous accédez à des infos essentielles, vous n'êtes pas dans la même démarche que quand vous accédez à une nouvelle page sur le site d'une marque de chaussures par exemple, ou autre. Où là, il faut quand même pour les utilisateurs que ça s'affiche un peu plus vite. Donc ça va aussi plomber le site, ça dépend des fonctions. La fonction animate par exemple, elle va beaucoup plomber les choses, alors que c'est réalisable en CSS3. Mais elle permet de faire des choses très intéressantes. Dans les autres fonctions simples de jQuery, je peux par exemple, ma section 2, donc toute la section 2, lui lancer la fonction hide. Elle n'existe plus. Enfin, si elle existe, mais elle a récupéré un display none. Et tout ça, on pourrait aller le mettre dans des conditions en vérifiant des valeurs de red, par exemple, de blue. On pourrait faire plein de choses avec ça. On pourrait, par exemple, là, axe d'amélioration de ce petit exemple, là, c'est parfait. C'est qu'il faudrait arriver à calculer le WCAG2, la norme de lisibilité. Ça, ce serait top. Puisqu'ici, la problématique qu'on a, c'est que le texte, il reste tout le temps noir et qu'on a, grosso modo, une chance sur 3 pour que ça soit complètement illisible, parce que du coup, on a une chance sur 3 d'avoir à peu près une couleur sombre. Et là, du coup, ça devient pas lisible. Et on a 2 chances sur 3 d'avoir une autre chance sur 3 d'avoir une couleur très claire, et ça sera bien. Et on a une chance sur 3 d'avoir une couleur un peu intermédiaire, mais qui fera pas la lisibilité. Donc on pourrait aller faire un petit script, vu qu'on a le rouge, le vert et le bleu, qu'on sait qu'ils vont de 0 à 255, 0 étant du noir, 255 étant du blanc. On pourrait aller calculer un petit ratio entre le texte qui est tout le temps noir et les couleurs qui vont se charger dans le container et dans le body. Si jamais ces couleurs sont trop sombres, passer un certain ratio, faudrait regarder, mais c'est pareil, hein. Google pourrait nous aider parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Passer un certain ratio, on irait dire en CSS, en JS, pardon, section 1. Hop. Ça, c'est ma cible. Je vais viser le H1 dedans et on va lui, avec la fonction CSS, le basculer en white. Je peux aussi faire ça.
Ou si le blanc est un peu trop blanc, lui mettre, au lieu de mettre F, F, FF, FF, lui mettre FA, 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 et récupérer. Je sais pas pourquoi il est un peu têtu, il veut pas. Parce que dans section 1, il n'y a pas de H1, tiens. Évidemment. Hop, le important sert à rien. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Voilà, et là j'arrive à changer. Je peux changer aussi plusieurs propriétés si je les bascule dans une accolade. Comme ça. Et à ce moment-là, on peut adapter en faisant des retours à la ligne, comme ça, et en listant les propriétés qu'on veut bouger. Par exemple, et du coup je l'ai supprimé, elle est passée. Mon paragraphe, je l'ai supprimé du flux classique et je l'ai basculé à 0 pixel en haut. Il s'est raccroché du coup ce paragraphe à mon container, parce que le container normalement dans Bootstrap il est en position relative. Mais ça c'était des mauvaises propriétés. Et puis allez tiens. Ou tiens, si c'est celle que je voulais mettre tout à l'heure, border. Et là donc chaîne de caractères, ça marche. Ça marche même si je mets un espace ici, plus mycolor. Ça doit me faire la concaténation. Et ça doit me rajouter mes bordures sur le paragraphe de la couleur du body. Ou alors sinon, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est des petites fonctions de base. Tout ça, on peut le lancer sur du clic. Par exemple, ici, je vais faire une fonction changer d'apparence. Et la fonction changer d'apparence, elle modifie le paragraphe dans la section 1. Tout ça, dans mon index, ici, je vais faire un bouton. Avec le texte modifie le paragraphe, et ce bouton, il a un on-click qui va lancer la fonction, du coup. Change appearance. Donc j'ai mon bouton qui est, alors hop, dans ma section 1. Quand je clique dessus, il va lancer la fonction et je modifie l'apparence du paragraphe. C'est immédiat. Ce qui veut dire que au clic sur le bouton, il lance la fonction, il exécute cette petite ligne et il va injecter tout ça de force dans le document object model et dans les balises directement. L'autre possibilité, c'est qu'on pourrait aller par exemple viser la section 2. Ça c'est pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec le JS. On a une fonction on aussi. On va devoir lui dire on, c'est sur un événement. Donc ça peut être click, ça peut être le hover. Et cette fonction, quand on fait cet événement-là, on va déclencher tout ce qu'on veut dans une fonction comme ça, JS. Donc au survol de la section 2, je suis censé changer la couleur du paragraphe aussi, de la section 1. Si je mets cette ligne en commentaire, parce que si je mets un display none sur la section 2, je ne suis pas prêt de le faire.
Et qu'est-ce que j'ai fait dans le hover? On va faire clic plutôt. Ici, quand je clique sur ma section 2, j'ai le paragraphe de la section 1 qui change. C'est mouse enter, le survol. À l'entrée de la souris, mouse enter dans la section 2. Donc à l'entrée de la souris sur la section 2, je lance ma fonction et je change du coup du CSS. Sur la section 1P, qu'est-ce que je change en CSS? La couleur et la bordure. Survol et ça change. Je vous fais un petit zip de tout ça. Je pars en visioconf avec Frédéric et Vincent. Et je reviens dès que je peux. J'espère à 11h. Ou un peu plus tard. Ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là, c'est essayer de voir comment fonctionne le BX Slider. bxslider.com. Ça fait appel à jQuery. L'install est simple. Je sais pas, on l'avait déjà vu avec les devs, on l'a déjà vu avec les designers, ça c'est si vraiment vous voulez réviser. Et après je vous invite à voir alors la fonction CSS, la fonction Animate, c'est celle-là qui peut être intéressante. Par exemple, vous pouvez taper jQuery Animate, CodePen, et vous allez avoir sur CodePen plein d'exemples avec jQuery. Voilà, je stoppe l'enregistrement et je vous dis à très vite, j'espère le plus possible.